Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Focus sur l'allocution du Maroc devant la 72e Assemblée générale de l'ONU, une allocution dans laquelle le Royaume met notamment en avant la coopération sud-sud et les développements de la question de notre intégrité territoriale. Une première aux Journées du patrimoine à Saint-Étienne, la grande mosquée Mohammed VI ouvre son espace pour un événement d'ordre culturel sur le judaïsme, une exposition de photos retraçant une histoire et une mémoire collective. Le Maroc à la conquête du marché serbe, la semaine culturelle du royaume dans ce pays est riche en événements hauts en couleurs. Dans un instant, le reportage de nos envoyés spéciaux à Belgrade. Mais d'abord, Sa Majesté le roi Mohammed VI Émir el-Mouminin a adressé des messages de vœux et de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques à l'occasion de l'avènement du Nouvel An de l'Hégire 1439. Dans ces messages, Sa Majesté le roi souligne, je cite, que cette célébration, porteuse de signification spirituelle profonde, est l'occasion pour la Oumma islamique de tirer les enseignements inhérents à cet événement historique majeur et de s'attacher avec dévouement et abnégation à incarner les nobles idéaux de notre sainte religion qui prône notamment la modération, la fraternité et la solidarité. Fin de citation. Message royal de condoléances et de compassion au président du Mexique, Enrique Peña Nieto, à la suite du violent séisme qui a frappé la capitale Mexico et d'autres régions de ce pays ami, faisant plusieurs victimes et blessés et causant d'importants dégâts matériels. Dans ce message, Sa Majesté le roi Mohammed VI exprime ses vives condoléances en ces douloureuses épreuves, implorant le Tout-Puissant d'accueillir les victimes dans son royaume céleste et d'accorder prompt rétablissement aux blessés et patience et réconfort à leurs proches. Message royal de félicitations adressé au président d'Arménie à l'occasion de la fête nationale de son pays. Autre message royal similaire à la présidente de la République de Malte à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le chef du gouvernement, Saad Mani, préside la réunion hebdomadaire de l'exécutif durant laquelle il a réitéré l'engagement du gouvernement de hisser le dialogue et la communication avec les différents acteurs économiques et sociaux au niveau d'un partenariat et de coopération malgré la conjoncture internationale et régionale difficile. Les rounds de dialogue entamés cette semaine avec les acteurs sociaux et économiques sont positifs, a-t-il dit, précisant que ces rounds ne sont que le début. Le Conseil a également suivi un exposé du ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle sur le plan national de promotion de l'emploi. Au programme également, des projets de loi ont été adoptés, dont un qui a trait à la Commission nationale de lutte contre la corruption. L'action de la délégation parlementaire marocaine au sein de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, cette action a été qualifiée de positive par la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE en visite dans le Royaume. Christine Mutenen a eu des entretiens avec le chef du gouvernement et avec les présidents des deux chambres du Parlement. Entretiens qui ont porté, a-t-elle dit, sur le renforcement du partenariat entre les institutions législatives, mais aussi sur les défis communs à relever pour les pays de cette organisation et le Royaume du Maroc, tels que la lutte contre le terrorisme et la question de la migration. Le retour du Maroc à l'Union africaine, la coopération sud-sud, la situation au Maghreb, la question du Sahara marocain et la situation des séquestrés dans les camps de Tindouf. Devant la 72e Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est exprimé sur de nombreux dossiers d'actualité dans le cadre de l'allocution du Maroc devant cette Assemblée. Nous en saurons plus avec Mohamed El-Shkar. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a qualifié le retour du Maroc à sa famille institutionnelle africaine au mois de janvier 2017 de décision responsable qui n'a pas été dictée par un opportunisme de circonstances, dans la mesure où, a-t-il dit, ce retour fut, à juste titre, le couronnement d'un cheminement stratégique adossé à une vision royale perspicace,
consacrant un sentiment fort de fierté et d'appartenance à l'Afrique. Et c'est avec la même conviction, volonté et détermination, a ajouté M. Bourita, que le Maroc continuera d'assumer ses responsabilités au sein de l'Union africaine en tant que membre fondateur de l'organisation mère, l'Organisation de l'Unité africaine. M. Bourita a dans ce cadre rappelé le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 20 août 2016, discours dans lequel le souverain avait dit « Nous ne considérons pas l'Afrique comme un marché pour vendre et écouler les produits marocains ou un cadre pour le lucre rapide, mais plutôt comme un espace d'action commune pour le développement de la région au service du citoyen africain. » Fort de la vision prospective de Sa Majesté le Roi, le Maroc s'est engagé durant les 2 dernières décennies à faire de la coopération sud-sud un des piliers majeurs de sa politique étrangère. Le modèle marocain a ainsi adopté une approche réaliste, basée sur la mise en œuvre de partenariats créatifs, fructueux, efficaces et ouverts. Et cette vision s'est articulée autour de projets structurants de coopération et de partenariat entre le Maroc et plusieurs pays du continent. Le Maroc est ainsi devenu le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest et le deuxième sur l'ensemble du continent. Les visites successives de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans les différents pays africains illustrent la volonté ancrée du Royaume du Maroc à consolider davantage les relations d'amitié séculaire avec ces pays qui ont toujours été fondées sur le respect mutuel, la coopération fructueuse, au service des aspirations et des intérêts communs sur la voie de la concrétisation de l'intégration régionale africaine. Le Royaume du Maroc œuvrera dans ce sens, à contribuer positivement et avec dynamisme dans les discussions en cours au sujet des réformes de l'Union africaine. Abordant ensuite la situation dans le Maghreb, M. Bourita a noté que cette partie du monde passe par une conjoncture difficile, due à l'absence de la coordination politique, la faiblesse de l'intégration économique et la fragilité de la coopération sécuritaire, avec en toile de fond l'exacerbation de la crise libyenne et l'intensification des menaces sécuritaires. Et ces situations interpellent les parties qui demeurent prisonnières d'une logique désuète, qui n'a d'autres objectifs que le maintien de différents hérité d'une autre époque, comme celui concernant le Sahara marocain. M. Bourita a souligné, je le cite, « Au moment où la communauté internationale encourage un règlement politique basé sur le consensus et le réalisme, et où le plan marocain d'autonomie au Sahara fait l'objet d'un soutien croissant de la part du concert des nations en tant que solution sérieuse, crédible et réaliste, il appartient aux autres parties à ce conflit régional d'assumer leurs responsabilités et de cesser d'adopter un double langage pour enfin s'inscrire avec sérieux et esprit constructif dans le processus politique sous l'égide des Nations Unies. Le Maroc renouvelle sa prédisposition à œuvrer de manière sincère et déterminée avec le secrétaire général des Nations Unies et son nouvel envoyé personnel Horst Köhler en vue d'un règlement politique définitif sur la base du plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine et de son intégrité territoriale. Le Maroc poursuit ses efforts en vue de dynamiser le modèle de développement des provinces du Sud et de mettre en œuvre une régionalisation élargie de manière à garantir aux populations du Sahara marocain de gérer leurs propres affaires dans un cadre démocratique et stable qui prémunit la région du nord-ouest de l'Afrique des dangers du séparatisme, de la balkanisation, de l'extrémisme et du terrorisme international. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a également déploré la situation dramatique qu'endurent les populations des camps de Tindouf, en réitérant l'appel à la communauté internationale en vue d'exercer des pressions sur le pays hôte pour qu'il respecte ses engagements internationaux et permette au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'enregistrer ces populations conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et en réponse aux appels répétés du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le leadership du Maroc au sein du Forum mondial de lutte contre le terrorisme salué à New York à l'occasion de la tenue de la 8e réunion ministérielle de ce forum, coprésidée par le Maroc et les Pays-Bas. Au cours de cette réunion, les deux pays ont été reconduits à la présidence du Forum global de lutte contre le terrorisme pour un nouveau mandat de 2 ans.
Devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, le Maroc réitère son engagement ferme à parachever ses chantiers de réforme et c'était par la voix du ministre d'État chargé des droits de l'homme, présent à la séance d'adoption du rapport du groupe de travail de l'examen périodique universel consacré au Royaume. Mustafa Ramid a souligné que les délégations des 105 États ayant pris la parole ont fait une évaluation globalement positive de la situation des droits de l'homme dans le pays. Il a aussi rappelé que le Royaume a reçu 244 recommandations, dont pas moins de 190 ont été acceptées. Parmi elles, 23 pleinement mises en œuvre et 168 en cours d'exécution. Au Mexique, c'est la course contre la montre pour sauver des survivants après le violent séisme qui a frappé le pays. Au fil des heures, le bilan humain s'alourdit. On compte désormais 233 morts et des corps sans vie sont découverts sous les décombres des immeubles qui se sont défendrés. En l'espace de 24 heures, les habitants de la capitale Mexico se sont massivement mobilisés, faisant preuve d'une grande solidarité. Des civils forment une chaîne humaine pour faire passer aux secouristes des paniers remplis de vivres. Autre catastrophe cette fois-ci au Porto Rico. Après avoir ravagé la Guadeloupe et la Dominique, l'ouragan Maria a fait de gros dégâts dans cette île qui se prépare à des inondations potentiellement catastrophiques avec des pluies torrentielles attendues dans les 2 jours qui viennent. 100% des foyers n'ont plus d'électricité et le Centre américain des ouragans annonce que l'île devrait s'attendre à 75 cm de pluie d'ici samedi. La crise des réfugiés de la minorité musulmane des Rohingyas s'amplifie. Le Bangladesh a ordonné à ses forces armées de s'impliquer dans la distribution d'aide humanitaire et la construction d'abris pour ces réfugiés. De nouvelles troupes doivent être rapidement déployées près de la frontière où arrivent les réfugiés chassés de Birmanie. Des réfugiés qui ne savent pas où aller alors que les pluies de mousson font craindre des glissements de terrain dans les camps. Une mémoire qui nous rassemble, c'est la marque de fabrique d'une exposition photographique sur les différents aspects de l'histoire du judaïsme au Maroc. Une exposition qui se veut aussi et surtout une première car c'est la première fois qu'une institution cultuelle musulmane ouvre son espace pour abriter un tel événement. Il s'agit de la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne à l'occasion des Journées du patrimoine. Cette exposition est le fruit d'un partenariat avec le musée du judaïsme marocain de Casablanca, l'Alliance israélite universelle et le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Reportage de nos envoyés spéciaux à Saint-Étienne, Yassir Drami et Nissel Hamdawi. Juifs et musulmans d'origine marocaine se sont donné le mot pour ressusciter un pan de leur mémoire collective. Pour ce faire, ils se sont réunis dans un lieu chargé en symboles, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, une première. Au Maroc, juifs et musulmans ont toujours vécu et continuent de vivre en parfaite harmonie, dans la paix et le respect mutuel mêlant leur culture et leurs traditions. Vivre ensemble malgré les différences de chacun, un choix tout à fait naturel et évident dans le royaume d'ouverture et de convivence. Animée par le devoir de mémoire, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne donne à voir une exposition de photos qui retrace l'histoire séculaire du judaïsme au Maroc. Au Maroc, nous avons encore des institutions juives, des écoles, des synagogues, des clubs, des restaurants cachers. C'est une exposition de photos qui parle du judaïsme marocain à travers des métiers traditionnels, à travers le costume, à travers des cérémonies, des fêtes religieuses, à travers l'éducation et l'enseignement dans les écoles juives au Maroc. Justement, à travers toutes ces photos, on montre ce qui nous rassemble, nous Marocains, entre juifs et musulmans. Et justement, c'est au-delà de la cohabitation, c'est une culture qui est très forte, qui nous rassemble, au-delà de la religion. Chaque photo raconte un moment fort de la vie des Juifs du Maroc. Ici, un souvenir sur les bancs de l'école. Là, des instants de joie dans une fête de mariage. Et là-bas, un cri d'émancipation de la femme juive. Un fragment de toute une histoire immortalisée entre 1918 et 1970. C'est intéressant et puis de voir en images ce que nos parents nous ont appris, nous ont raconté de leur enfance. Oui, c'est intéressant.
Et que ça se fasse dans une mosquée, c'est encore plus étonnant et significatif de cette volonté et de ce besoin de vivre ensemble en France. Cette initiative prouve que juifs et musulmans savaient et cohabiter sans difficulté dans un espace, donc à savoir le Maroc et sans doute plus exactement Casablanca. Eh bien, c'est peut-être aussi un moyen de dédramatiser ou de réduire des antagonismes qui aujourd'hui se nourrissent de slogans, d'images ou d'articles mal compris. Les faits historiques témoignent que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs persécutés en Europe ont cherché refuge en Afrique du Nord. Au Maroc, ils ont été accueillis et protégés par le père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V. Et aujourd'hui encore, quelques 5000 juifs continuent de vivre dans le royaume, tout en ressentant la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi les entoure. Les efforts consentis par Sa Majesté le roi Mohamed VI sont absolument extraordinaires, exemplaires. Il n'y a pas d'autre modèle comme cela dans le monde arabe, dans le monde musulman. Nous y sommes très sensibles. Des dizaines de synagogues ont été restaurées, des cimetières également l'ont été. Je suis toujours très impressionné quand je vois par exemple dans le cadre de cette exposition les photos de Slad el-Fassihin à Fès, la synagogue de mes ancêtres. Quel bonheur de l'avoir restaurée. Changement de lieu et de décor, nous sommes au sein de la synagogue de Saint-Étienne. Ici, les membres de la communauté marocaine stéphanoise sont invités à partager le repas du Shabbat avec la communauté juive. Un moment convivial de fraternité interreligieuse entre deux communautés, avec une mémoire commune et un patrimoine culturel en partage. Ce modèle de vivre ensemble est loin d'être une utopie. C'est une réalité dans un Maroc à l'identité plurielle. La semaine culturelle du Maroc en Serbie, une première inaugurée par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale. Rabat et Belgrade entendent ainsi consolider leurs relations. Tout au long de cet événement, les facettes de la culture marocaine s'offrent aux visiteurs serbes. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Belgrade, Houdam Sehel et Rachid Lazabi, avec un récit de Zakaria Mouqinbillah. Place de la forteresse de Belgrade, un lieu historique et très visité de la capitale serbe. Ici, les artisans marocains dévoilent leur savoir-faire et leurs produits aux visiteurs de la semaine culturelle du Maroc. Beauté artistique de la lettre arabe, orfèvrerie ou travail du cuir. Différents aspects des arts traditionnels sont exposés. Cette exposition offre l'opportunité de montrer à Belgrade et en Serbie les richesses de la culture et de l'artisanat du royaume du Maroc. J'ai beaucoup aimé, c'est intéressant, c'est très vivant. Les visiteurs ont l'occasion d'admirer les artisans marocains à l'œuvre dans plusieurs métiers. Un défilé de couture traditionnelle est organisé pour mettre en valeur la beauté et la splendeur du caftan marocain. Des animations musicales et des dégustations culinaires. C'est une exposition importante qui va permettre de renforcer nos relations bilatérales et de promouvoir la coopération économique et commerciale. Cela va permettre aussi aux habitants de Belgrade de faire connaissance avec les richesses culturelles du Maroc et de créer un rapprochement entre nos peuples. La semaine culturelle du Maroc à Belgrade est organisée par la Maison de l'Artisan et l'ambassade du Maroc en Serbie, dans le but de mettre en exergue l'identité culturelle du Maroc et la valorisation de son patrimoine. Elle se poursuit jusqu'au 25 de ce mois. Place maintenant à cette prouesse d'une équipe médicale de l'hôpital provincial de Frey Ben Salah qui a réussi à remettre en place la main amputée d'un jeune homme agressé au sabre au terme d'une opération délicate qui a duré 5 heures. C'est une première au niveau de la région de Bni Mellal Khenifra. Le patient se porte bien et commence progressivement à bouger les doigts. Bouchaïb Ammari, Sarah Katir pour les précisions. C'est un véritable challenge qu'a relevé l'équipe médicale de l'hôpital provincial Frey Ben Salah. Elle a réussi à remettre en place la main amputée de ce jeune homme agressé au sabre au terme d'une opération délicate qui a duré 5 heures.
Au moment où j'étais agressée, j'ai cru que je resterais amputée toute ma vie. Mais Dieu merci, grâce à cette équipe, j'ai pu retrouver ma main et même bouger mes doigts. Nous avons commencé l'intervention vers le coup de midi 10 et l'intervention a pris à peu près 4h30. Donc après, il y a nécessité l'ostéosynthèse de l'os et la réparation vasculaire, tendineuse, nerveuse. Par la suite, après la fin de l'intervention, nous avons examiné la main du patient, elle est viable, le sang il passe correctement. La main gauche de ce patient est désormais viable, mais la phase post-opératoire est aussi une étape importante qui nécessite un suivi médical spécialisé. C'est une phase qui est très importante et très primordiale pour la survie de la main parce qu'il nécessite une médication par des anticoagulations, des anticoagulants pour éviter la thrombose artérielle et veineuse. Donc ce temps est primordial et il est pris en charge par le médecin réanimateur anesthésiste. Et le patient aujourd'hui, comme vous voyez, il est bien et sa main, il a commencé déjà à mobiliser sa main, donc ses doigts. Cette opération est une première au niveau de la région de Bni Mellal Khnefra, une réussite pour toute l'équipe qui a fait preuve d'efficacité et de compétence. C'est demain vendredi que nous célébrons la nouvelle année de l'Hégire 1439 qui coïncide avec le premier Muharram. De ce fait, le mois de l'Hijja aura compté 30 jours. Demain est donc un jour férié et ça vous fera un week-end prolongé. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 1439. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mariam Laoufir. Au plaisir de vous retrouver demain.